Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al Mouatine TV et pour cette 18e émission, et oui déjà, ça va très vite, j'ai le grand plaisir de recevoir trois personnes qui vont m'accompagner durant ces 40 minutes. Nous allons aborder les questions d'ordre politique sur le continent africain. Depuis maintenant quelques jours, la tension est extrêmement forte et perceptible, aussi bien au Mali qu'au Zimbabwe, deux pays où l'on a voté récemment pour les élections présidentielles. Je vais donc, dans quelques instants, vous présenter mes invités, mais avant cela, nous allons évoquer la situation du Mali avec 18 des 24 candidats de l'élection présidentielle qui ont dénoncé le 6 août dernier ce que l'on peut considérer comme étant des irrégularités. Il reproche donc au camp présidentiel, notamment le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, d'avoir, d'une certaine manière, faussé la sincérité des résultats, puisque ce dernier est arrivé en tête du premier tour avec 41,4% des suffrages, et ce, devant Soumaïla Cissé, avec 17,8%. Depuis donc le 29 juillet, les rumeurs autour de ces irrégularités augmentent de jour en jour et la mission de l'Union européenne, qui était là en tant qu'observateur, a également demandé des explications. Nous allons sans tarder regarder d'une certaine façon ce qui se passe au Mali. Rappelons aussi les graves accusations de corruption formulées contre la Cour constitutionnelle qui n'ont fait l'objet d'aucun démenti, constatant les graves et multiples anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant et pendant le scrutin du 29 juillet 2018, constatant par ailleurs que l'élection n'a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d'électeurs et de communes concernées, considérant la gravité des faits ainsi constatés, nous n'accepterons pas des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. Voilà, je me tourne donc vers mes invités avec qui nous allons aborder cette question avant de nous envoler vers l'Afrique australe et le cas zimbabwéen. Je me tourne vers vous, Lydie Bassila, vous êtes analyste politique. Merci infiniment de nous faire l'honneur d'être présent sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Merci bien. Je reçois également Safi Art Bomboko, vous êtes journaliste indépendante, bien connue notamment des internautes, puisque vous avez collaboré avec Code 243. Merci d'être là parmi nous. Merci pour l'invitation aussi. Tout le plaisir est pour nous. Et je reçois également M. Cheikh Fita, il est auteur, dramaturge, journaliste et fondateur de Cheikh Fita News. Merci de nous accompagner également. Merci aussi à vous, Henri Ndoussi, ainsi qu'à votre chaîne de télévision pour cette invitation. Mais de rien. Alors, je vais donc vous poser la même question à tous les trois. Vous avez suivi ce qui se passe au Mali. Alors, que vous inspire finalement cette crise post-électorale? Parce qu'on a quand même le sentiment que c'est très compliqué de voter en Afrique. Lydie Bassila. Oui. C'est vrai. Disons que les événements qui émaillent pour le moment notre paysage politique sont quelque peu regrettables, en ce sens que c'est presque un indice de régression politique, en ce sens qu'à chaque échéance électorale, il y a toujours des remises en cause. Nous ne tirons pas vraiment les leçons des enjeux antérieurs. Et à la question de savoir si c'est compliqué de voter en Afrique, moi je poserai une autre question. Finalement, les élections, elles servent à quoi en Afrique? Peut-être qu'il faudrait repartir de là, re-questionner l'instrument. Et peut-être que si on arrive à trouver une réponse adéquate, à savoir que les élections, le vote, normalement c'est un instrument qui sert la démocratie, elle devrait permettre effectivement la participation des citoyens à la chose publique. Et vu que tout le monde ne peut pas participer, il y a comme une délégation qui est donnée à un groupe de personnes. Oui. C'est un mandat électif. Il ne s'agit pas là d'un privilège d'État. Donc, quand on voit des personnes qui vont aux élections, on se demande est-ce que c'est véritablement pour donner l'occasion aux gens de s'exprimer ou c'est pour consolider soit des états de fait, des situations, des autocraties ou autres. Il faudrait qu'on re-questionne véritablement
ce mécanisme-là. C'est cela. Alors, en même temps, Cheikh Fita, je me tourne vers vous. Le Mali a souvent été cité en exemple parmi les démocraties modèles. Et là, avec ce premier tour chaotique, on peut le dire, on a l'impression que ce pays bascule dans le camp des mauvais élèves. Votre avis là-dessus? Merci bien. Vous savez, la situation politique d'un pays, ce n'est pas une situation statique. Elle évolue selon certains paramètres. Et ces paramètres sont le personnel politique, qui sont les acteurs politiques, les partis politiques, et le niveau d'implication de la population, et le niveau aussi d'implication de la société civile. Et donc, vous aurez beau avoir de bonnes élections, si dans l'entretemps, la flamme démocratique n'est pas maintenue, tout peut arriver. Et ce qui arrive au Mali pourrait arriver dans n'importe quel pays africain. Pourquoi? D'abord, les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Moi, je dis souvent, si M. Trump, avec son caractère, était en Afrique, eh bien, il serait sûrement un dictateur. Et pourquoi il ne l'est pas aux États-Unis? Eh bien, parce que là, il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Il y a des contre-pouvoirs tels qu'il connaît les limites. Vous savez, il a dit tout à l'heure, là, le juge devrait revoir je ne sais plus quoi. Et puis, il a fait marche arrière directement. Il a dit, oh, c'était un avis. Un président de la République ne donne pas des avis. Il n'est pas là pour donner ses avis. Il est là pour gouverner selon les lois du pays. Et il a vite compris. Mais dans nos pays, eh bien, une fois arrivé au pouvoir, quel est le premier réflexe des hommes de pouvoir? Regardez s'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et s'il n'y a pas de contre-pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. Et l'ivresse du pouvoir vient de quoi? Peut-être que le président peut être de bonne foi, mais l'entourage, la femme ou les femmes, l'entourage et tout ça, ils disent, mais c'est l'occasion, il faut que. Ouais. Mais si, quand cela se dit, il y a un œil qui surveille, les gens se disent, attention, si vous faites ce pas-là, on vous coupe le pied. Et donc, pour moi, qui est régression, sous-entend que les paramètres qui devraient entretenir la démocratie donc, souffrent d'une certaine déficience. Et donc, société civile, contre-pouvoir, partis politiques de l'opposition ne doivent pas se taire et les citoyens doivent s'impliquer. Safiart Bomboko, comme cela a été évoqué il y a de cela quelques instants par Lydie Basila, il se posait la question de savoir si ces élections finalement ont une utilité. Mais je l'ai rappelé également, le Mali a souvent été cité en exemple et donc là on peut éventuellement se dire qu'il s'est passé quelque chose. Vous venez d'évoquer la nécessité de contre-pouvoir, pourtant c'est un pays où il y a toujours eu de contre-pouvoir. D'après vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer au Mali, au point même que certains anticipent sur ce qui pourrait arriver dans d'autres pays dans le même type de situation? Moi, à mon humble avis, c'est quand on parle des élections, démocratie en Afrique, je me suis souvent posé la question avec tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a le Mali, le Zimbabwe et d'autres pays. Est-ce que l'Afrique est mûre pour tout ce qui est démocratie? Est-ce que l'Afrique était mûre? Parce que les autres, ça leur a pris quand même quelques siècles avant d'en arriver là. Si on doit citer la France, il y a eu la Révolution française. Enfin, ils sont passés par tellement de choses. Et l'Afrique, c'est comme si tout de suite... Mais il y a quand même des pays, où les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Oui, il y a quand même des pays où les élections se sont déroulées dans les bonnes conditions. Mais moi, je me dis peut-être que l'Afrique, il faut la monarchie. Je ne sais pas, parce que... oui, les pays que vous dites, il y a eu quand même... Il y a le Ghana... qui bascule quand même. Il y a quand même, effectivement, qui bascule. Parce que le Mali qui était un exemple, qui a quand même basculé. Alors on se pose des questions... Comme le Kenya d'ailleurs oui, aussi. Comme le Kenya. On l'a vu aussi. Donc, oui, comme le Kenya. Donc, il y a comme un vent mauvais en fait. Ça nous permet d'aller justement au Zimbabwe où là, pour le coup, eh bien c'est... la répression, tout simplement, qui reprend ses droits, puisque la justice zimbabwéenne a remis en liberté provisoire 27 opposants qui avaient été arrêtés dans le sillage des violences post-électorales après l'annonce de la victoire du président sortant Emerson Mnangagwa. Les opposants avaient donc été arrêtés à la suite d'une perquisition effectuée dans les locaux du mouvement pour le changement démocratique, le MDC. Cette opération survient donc après la répression de mercredi dernier, suite à la manifestation contestant précisément les résultats de l'élection générale. On regarde ce qui s'est passé au Zimbabwe.
I stay in this hotel. Where am I supposed to go? Voilà, je me tourne à nouveau vers vous, Lydie Bassila. Mugabe a été déposé pacifiquement, il y a de cela quelques mois, par le président élu, semble-t-il, hein, sortant, qui était son numéro 2, mais aussi son compagnon de lutte lors de la révolution. On a le sentiment qu'il y a un durcissement du régime. Est-ce que c'est dans l'intérêt du successeur de Mugabe d'envenimer la situation, selon vous? Vous savez, j'aurais un peu difficile à faire une lecture spécifique du Zimbabwe. C'est vrai que c'est déplorable ce qui est arrivé, mais c'est dans l'ordre des choses. À savoir que cette personne a toujours... En fait, il a été, ce nouveau président, en tout cas le réélu, celui qui est réélu, a toujours fait partie du sérail. Il a été historiquement dans l'évolution de ce qui s'est perpétré sous Mugabe. C'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui connaît les rouages et qui, s'il veut maintenir effectivement sa mainmise, c'est qu'est-ce qu'il doit, en fait, sur quoi il doit appuyer, sur quoi il doit s'appuyer pour pouvoir en fait maintenir sa mainmise. Et donc moi je crois que le travail de l'opposition qui a été mené par ce jeune colistier, tout à fait, c'était sûrement une sortie heureuse qui présageait qu'effectivement il y avait une certaine maturité politique qui est aujourd'hui contrariée effectivement par, on pourrait dire, l'ancien système, parce que Mnangagwa, je ne sais pas, je n'arrive pas à citer son nom, est certes un nouveau président, mais il fait partie de l'ancien système. Non, tout à fait. Très clairement, il fait partie des meubles, hein, donc il faut bien le rappeler. Et il fonctionne selon certaines règles venant de l'ancien système. Effectivement, ça aurait été une aubaine si le jeune colistier avait pu prendre soit les devants ou même pu être élu. Ça aurait auguré un changement de paradigme effectivement au Zimbabwe, mais la question se pose effectivement sur tous les autres pays. On ne fait que citer des noms, mais ce sont les mécanismes qu'il faudrait probablement analyser plutôt que les... Effectivement, et on aura l'occasion d'ailleurs d'y aller. En seconde partie, nous allons aborder évidemment la question relative à la RDC. Je me tourne vers vous, Cheikh Fita. 50,8% des suffrages dès le premier tour. Et malgré ça, une répression, on peut le dire, hein, quasi féroce vis-à-vis des opposants. Je rappelle que hier, par exemple, l'un des principaux opposants a été arrêté à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie et remis aux autorités zimbabwéennes. Comment vous expliquez cette dégradation soudaine de la situation dans ce pays? Bon, je pense que vous l'avez dit que on parle de révolution au Zimbabwe, je dirais plutôt de révolution de palais. Parce que le personnel, corps et bien, vient de l'ancien système. Autrement dit, c'est l'ancien système qui est toujours là. Prenons l'exemple des militaires. Ben, quel jour est-ce qu'il y a eu travail sur leur mental pour qu'ils aient un autre comportement? Durant tout le régime de Mugabe, ils avaient ce comportement-là, de tirer sur la population comme sur des canards.
Et qui leur donnait ces ordres-là? C'est l'actuel élu. Bon, donc pour eux, c'est tout à fait normal. Et bon, ils ne peuvent même pas avoir de remords. Ils font leur job. Donc ça veut dire aller aux élections, les organiser pour les gagner. Quoi qu'il en coûte. Ils ne sont même pas là. Et quand on leur dit il y a des gens qui troublent l'ordre public, ils tirent. Ils ne sont même pas au niveau des élections, ces gens-là. Mais si l'opposant avait gagné, là, même eux, en tant que militaires, se disent, tiens, celui-là, il vient d'où? Il dit quoi? Faisons attention. Ils feraient attention à ce qu'on leur dirait. Mais là, on ne leur a rien dit. Et c'est le même système qui continue. Et ce que je trouve quand même de positif au Zimbabwe, c'est que le challenger a dit, nous avons les preuves de notre victoire. Et nous irons devant les différentes institutions judiciaires. Quoique, bon, on le sait. Symboliquement, bon, voilà. On sait que... Je ne veux pas aller jusqu'au bout de mon idée, vous avez compris. L'ordre d'arrivée soit inversé, pour paraphraser un célèbre ministre belge. Voilà. Safi Art Bomboko, je me tourne à nouveau vers vous. Le moins que l'on puisse dire, effectivement, c'est qu'à la lumière de ce qui s'est passé au Mali et au Zimbabwe, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Ça me permet donc, avec vous, de faire, je dirais, la transition sur la République démocratique du Congo, où, eh bien, on a appris que Joseph Kabila, finalement, a désigné son dauphin en la personne de Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, qui est le parti présidentiel, je dirais, l'aiguillon, la tête de pont de la majorité, ancien vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Que vous inspire cette désignation, Safi Art Bomboko? Moi, déjà, ce que ça m'inspire par rapport à... On vient de parler du Zimbabwe. C'est que si jamais M. Shadari, le dauphin, s'il devait passer, ça serait exactement la même chose. Mais on a quand même été surpris que ça soit lui le dauphin, parce que... Pourquoi est surprenant? Puisque après tout, on s'attendait à un dauphin. Oui, il y avait peu de chances que Joseph Kabila aille le chercher ailleurs que dans sa famille politique. Oui, mais il y avait d'autres noms qu'on évoquait et personne Lesquels, par exemple? On a parlé de Henri Mova, on a parlé aussi de Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, et la troisième personne, c'était une personne qui était pressentie, Cheo Kitundu. Et voilà. Et donc là, il s'est replié. Vous pensez qu'il a fait le pari de l'isolement, Joseph Kabila, en privilégiant la loyauté, la fidélité, le clan? Non, moi je pense que c'est la loyauté et la fidélité. Je crois qu'il a regardé peut-être par rapport aux autres. Bah, excusez-moi, j'ai rien contre. Mais je pense qu'il s'est fié plutôt par rapport à ça. La loyauté, la fidélité. Et bon, vous savez bien entendu qu'il y a des personnes avec qui il a travaillé qui l'ont trahi. Donc je pense qu'il se dit autant miser la personne que lui se dit donc vous direz que la prise de risque est moins grande avec Ramazani Shadari. Je crois qu'il prend moins de risques. Moins de risques. Lydie Bassila, que vous inspire cette désignation? Moi personnellement, en observatrice extérieure, je dirais, peu importe, vu que ce n'est pas lui-même qui se présente. Parce que si c'était lui, je crois que le jeu aurait été beaucoup plus dur pour les autres candidats, parce que bon, Joseph Kabila, c'est quand même un candidat qui a son poids. En désignant un dauphin qui, moi, de l'extérieur, ne le connais pas plus que ça. Je ne sais pas si de l'intérieur, comment est-ce qu'il est perçu, mais en termes de, peut-être, comment dirais-je, je voulais dire... Fiabilité? Non. Quand on est popularité, je voulais dire. Ouais. En termes de popularité, je ne sais pas comment... Bon, Kinshasa n'est pas le Congo, déjà. En même temps, vous avez 26 gouverneurs de province qui ont adhéré au FCC, donc c'est aussi une forme d'assurance vie pour le régime. Oui, mais là, nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle un système d'élection indirecte où ce sont les 26 qui élisent un de leur père. On va voter quand même dans leur province. Ce qui donne quand même... voilà... un a priori, on va dire, favorable à des gens qui ont adhéré massivement à cette plateforme électorale. Ah ben oui, mais effectivement, là, la réflexion elle devient beaucoup plus complexe. Je ne l'avais pas perçue comme ça, mais c'est vrai que
Ça demandera pour les challengers hein, un peu plus de finesse dans leur analyse. Mais moi, personnellement, je suis... Est-ce que ça change grand-chose, le fait qu'un dauphin ait été désigné? Est-ce que vous pensez que, ça y est, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, non, ça va se veut dire que décanter, etc. Vraiment, ça a quand même désamorcé une bombe. Parce que je crois que Kinshasa, en tout cas, quand je dis Kinshasa, ça veut dire Congo, hein, mais Bien sûr. pour faire un raccourci, nous étions suspendus, en tout cas, à cette à désignation. cette désignation. Et le fait que ce ne soit pas lui, parce qu'il y a eu beaucoup de bruits de couloir qui disaient que Kabila allait se représenter, et là on aurait dit, alors il l'aurait fait en forcing. Le fait qu'il ait désigné un dauphin montre quand même qu'il a fait le jeu, il a joué le jeu. Il a joué le jeu, Cheikh Fita. Est-ce que cette désignation cache une autre stratégie? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, d'entrée de jeu, je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs à Joseph Kabila. Je crois que sur mon site, il y a plus d'articles qui lui tirent dans les pattes que qui disent de bien de lui. Personnellement, je pense que l'acte qu'il a posé est à son actif. Et avoir désigné un dauphin, ça entre dans le jeu normal de la démocratie. Il a fait 2 mandats. La Constitution dit bien qu'il n'y a pas de 3e mandat. Il s'en va. Il désigne un dauphin. C'est de 1. De 2, ma consoeur l'a dit tout à l'heure, il y avait une grande tension. Et si Kabila avait osé poser sa candidature, il y aurait eu le feu au pays. Et c'est peu dire. Oui. Et c'est peu dire. Il a tout le monde contre lui. Il a tous les grands partis politiques contre lui. Il est impopulaire comme pas possible. Et les mouvements citoyens comme le CLC ont bien lancé des messages. Ils disent, vous faites ça, c'est la désobéissance civile. Et plus rien ne répond de rien. Là, c'était sûr. Et on le verrait difficilement gouverner le pays entre août et décembre. Alors précisément, décembre, le 23 décembre, donc qui est la date supposée de l'élection présidentielle et des élections législatives, auxquelles s'ajoutent évidemment les provinciales. Est-ce que la désignation du dauphin de Joseph Kabila garantit la tenue des élections à la date prévue? Bon, la date, comme disent aujourd'hui, c'est leur jour de fête. Comme disent les gens d'en face, ils disent qu'il ne faut pas du fétichisme pour les dates. Et, là, vous évoluez, là, hein, donc ça veut dire... Non, je suis journaliste, je dois être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Donc pas de fétichisme de date. Oui. Donc un verrou psychologique a été levé, Joseph Kabila n'étant plus candidat, puisqu'il a un dauphin. Oui. On peut considérer que de toute manière, si élection il y a, il ne concourra pas. Donc, si cette élection était reportée, ça ne poserait pas de problème. Non, le mot reporté est trop gros. Je voulais dire ceci. Il y a une date qui est fixée. Le 23 décembre. Voilà. Mais il y a une dynamique, je l'ai dit dans mon article où j'annonce la désignation de... Tout à fait, on rappelle donc un Cheikh Fita News. Oui. Et donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place, qui a commencé quand? Le jour où on a convoqué l'électorat. Ce jour-là, quelque chose a changé. Le deuxième déclic, c'est le jour où on a eu dépôt des candidatures pour les provinciales. La dynamique a évolué. Mais maintenant, là, avec la date du 8-8-18, avec la clôture, date qui a été respectée d'ailleurs. Hein. Oui, date butoir. Donc après ça, c'est le vide. Kabila s'est incliné et a désigné un dauphin. Maintenant, c'est la marche irréversible vers les élections. Alors, elle est telle que, oui. C'est pour ça que je disais pas de fétichisme des dates, elle est telle que on peut arriver le 23, non, le 20 décembre. Il y a un imprévu. Si Nanga disait dans 3-4 jours, ça change quoi? Ça ne change pas grand-chose. Comme vous l'avez si bien dit, le grand obstacle qui était Kabila n'est plus là. Il est levé. Au moins, on sait que dans 5-6 mois maximum, eh ben, il pourra... Donc, il est sorti de l'équation Safi Art Bomboko. Votre sentiment, évidemment, sur la désignation du dauphin. Est-ce que, pour autant, on en a fini avec les stratégies qui consisteraient, néanmoins, à repousser la date des élections, maintenant que le dauphin est connu? Non, moi je pense pas qu'on en a fini avec ça.
Je pense pas. Parce que, comme mes collègues l'ont dit, c'était juste cette bombe-là qui devait... Il fallait la désamorcer. Il fallait qu'elle soit désamorcée. Mais maintenant, les gens maintenant auront le sentiment que, ok, il ne sera pas candidat. M. Kabila ne sera pas candidat. Et je crois que par rapport à ça, même si ce n'était pas le 23, en fait c'est psychologique. Les gens peuvent se dire que de toute façon, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un dauphin pendant 2 ans encore. Ça peut aussi arriver. C'est un peu de provocation, mais bon, oui, voilà. Oui. Puisqu'on en parle. On peut en parler, oui. On peut en parler à cœur ouvert. Ça peut arriver parce que maintenant, dans la mentalité, les gens sont « Ok, c'est pas lui ». Et après... Ce n'est plus lui. Oui, ce n'est plus lui. Et maintenant, avec la machine à voter, on peut dire oui, il y a tel problème. Parce que là, on va y revenir. On a dit qu'on va commander 35 000 en Corée du Sud. Qui sont en route Qui déjà. sont en route pour arriver. Bon, on peut dire que bon, ils sont en route pour arriver, mais bon, il y a eu un retard, voilà. Donc on peut évoquer toutes ces choses-là et ça peut aussi retarder. Mais à partir du moment qu'il a désigné un dauphin, il peut dire bon, moi j'ai désigné le dauphin. Lydie Bassila. Oui, ça m'appelle une réflexion justement par rapport au fait qu'on a désamorcé une bombe. Là maintenant on peut commencer à amorcer le décollage tout en sûreté. Mais c'est pas ça la question. Il me semble quand même que dans des pays africains comme les nôtres, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'était si compliqué de voter en Afrique. Et il y a une chose sur laquelle nous avons fait une impasse, c'est de faire une lecture historique, sociologique, politique. Il faut dire que les pays africains qui, au sortir de la colonisation et pendant les indépendances, ont été choqués, traumatisés effectivement par, comment dirais-je, toute la gestion de la chose politique telle qu'a été faite par le colon. Et quand bien même ils auraient été indépendants, leur souveraineté qui leur avait été octroyée a été directement contrariée. Contrariée par soit des velléités de guerre civile ou autres. Et il faut dire qu'il y a très peu de pays africains qui ont véritablement vécu un moment de pacification qui leur permettent de réfléchir la manière dont ils voudraient se gérer. Ce qui fait que à l'époque, l'alternance, la fameuse alternance qui est appelée de tous les vœux, ben, elle se faisait à coup d'État. Aujourd'hui, elle se fait à coup d'élections. Et donc, nous avons peut-être passé une étape à accepter les élections avec le vent de la démocratie des années 90, mais les années 90 ont été aussi un tournant pour les pays africains où à la fois ils découvraient la démocratie, mais à la fois ils découvraient la crise économique, des problèmes de voisinage avec des problèmes politiques de voisinage. Donc, on n'a pas eu le temps véritablement de s'installer et de réfléchir quel type de société nous voulons construire ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des réflexes de reproduire certains mécanismes comme des élections sans en réfléchir véritablement le cœur, la raison pour laquelle nous faisons les élections. En sachant par ailleurs que ces élections sont aussi organisées dans un but très précis, c'est la conservation du pouvoir. Oui. Et à partir de là, effectivement, comment ne pas s'étonner des dérives auxquelles nous assistons. On va y revenir. Je voudrais me tourner à nouveau vers vous, Cheikh Fita. Politiquement parlant, l'opposition, notamment par la voie du rassemblement, tendance Félix Tshisekedi, avait posé 6 préalables avant d'aller aux élections. Et pourtant, eh bien, les dépôts de candidatures se sont multipliés. Est-ce que ces préalables ont été, de votre point de vue, oubliés ? Bon, disons que l'opposition a retenu la leçon de 2006. Quand il y a élection, il ne faut pas boycotter. Il ne pourra jamais y avoir de bonnes élections. Même les élections les plus mal organisées, si c'est organisé, la communauté internationale prend acte, même si vous êtes mal élu. Ça, c'est des leçons qu'on doit tirer. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'état d'âme. Et donc, nous-mêmes, les citoyens des pays concernés par ces élections, nous devons nous réapproprier le processus électoral. Ma consoeur parle de notre dernière histoire des 60 dernières années depuis l'indépendance. Moi, je dis, nous n'avons pas beaucoup d'excuses. En 60, quand notre pays est devenu indépendant, il y avait combien d'universitaires? Même pas une vingtaine.
Et aujourd'hui, il y en a combien? Moi, j'aimerais bien que les universitaires me disent pourquoi ils sont universitaires. Quel est leur rôle dans la société? Je me souviens quand j'étais enfant, quand je revenais de l'école, mon papa me disait qu'est-ce qu'on a dit à la radio, je lui expliquais. Ok, maintenant c'est fini. Maintenant, on a plein d'universitaires, chacun de vous, je suis sûr. Mais il y a pléthore d'universitaires. Il y a beaucoup d'universitaires autour du pouvoir. Voilà. Non, peu importe, un universitaire, c'est un universitaire. Non, mais on leur fait parfois grief de ne pas, justement, être à la hauteur des enjeux, puisque la plupart choisissent d'être dans le camp des vainqueurs. Mais ceux qui restent comme nous, dans l'autre camp, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas laisser les autres aller se remplir le ventre et dire, bon, t'as pas un peu pour moi? Non. Ou on est intellectuel ou on n'est pas intellectuel. Et quand on est intellectuel, on a des devoirs vis-à-vis de la société. Moi, je me dis, aujourd'hui, nous devons être les garants et les défenseurs de la démocratie, de la société. Parce que la démocratie, c'est les élections justes et celui qui a gagné prend le pouvoir. Si vous voulez que celui qui arrive au pouvoir y arrive par le voie détournée, c'est un peu comme des gens à qui on demande de fabriquer un avion, ils tripotent les tuyaux, les ceci, les cela, puis on dit allez monter dans l'avion, personne ne va monter dans cet avion. Pourquoi pour l'avion on refuse et pour la politique on accepte? Précisément, c'est hyper important. Vous parlez d'exclusion, effectivement, ça me permet de rebondir justement, Safi Art Bomboko, sur le cas emblématique de Moïse Katumbi. Donc le 8 août marque la fin du dépôt des candidatures à la présidentielle. Est-ce que l'on peut considérer, à l'heure où nous parlons, que Moïse Katumbi, c'est fini? Normalement, parce qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour, le 8 août. C'est encore. Enfin, quoique, il nous reste encore quelques heures. C'est jusque 17h30, heure de Kinshasa. 17h30. Ah ouais. Il est quelle heure ici? C'est quoi? 16h30, heure de Bruxelles. 16h30. Bon, donc il reste encore 2 heures. Bon, très bien. Donc ça veut dire quoi? Techniquement, il a encore la possibilité? Bon, déjà, il faut qu'il accède au territoire. Il doit arriver, si dans les 2 heures... Mais est-ce que le dépôt peut se faire par délégation, par procuration? Quand vous êtes candidat à la présidentielle, vous devez vous présenter personnellement. Première chose, avoir une carte d'électeur que vous et moi nous n'avons pas, que lui n'a pas. Vous avez, première condition, vous avez la carte d'électeur. À partir de la carte d'électeur, vous déposez vos dossiers. Mais pour qu'on vous donne la carte d'électeur, vous devez vous asseoir derrière une caméra comme celle-là. On vous prend une photo et la photo qui sera sur la carte d'électeur. Donc matériellement, en 2 heures de temps, je pense que elle peut compléter. Autre élément d'information, Félix Tshisekedi, qui lui a déposé sa candidature, comme d'ailleurs Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, l'ancien Premier ministre Mouzito Fayulu, je pense qu'il a aussi déposé. Félix Tshisekedi annonce une initiative prochainement à l'étranger pour trouver une solution par rapport aux candidats communs. Votre sentiment, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que techniquement c'est encore possible? Oui, moi je pense que techniquement c'est encore possible. Ils peuvent encore se rassembler, mais maintenant, est-ce que ça sera avec Moïse Katumbi? Parce que si dans 2 heures, il ne se présente pas. Mais est-ce que ça change grand-chose que finalement Moïse ne soit pas candidat? Parce que son poids géopolitique restera intact. Donc d'une certaine manière, il peut jouer le rôle de faiseur de roi au sein de l'opposition. Au sein de l'opposition, oui. Donc sa présence sera, on va dire, nécessaire. Avec, il devrait prendre part à cette réunion avec Vital Kamerhe, avec Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi et d'autres encore. Oui, il devrait prendre part à cette réunion. Lydie Bassila? C'est mon sentiment. Je reste toujours sur ma ligne. Moi, je suis plus sur les principes que sur ce qui se fait véritablement. Ma première lecture, j'ai plutôt l'impression qu'il y a comme du bidouillage. J'aurais souhaité... Vous êtes très sceptique, là. Oui, je suis très sceptique parce que j'ai... Moi, j'aurais pensé que vous sauteriez au plafond, Kabila n'est plus candidat, non, pas du tout, parce tout que, va bien, quoi. Cette manière de faire qui veut qu'on marche à vue, sans qu'on soit en prospective, insupporte. Je dis toujours, entre 2006 et 2011, on a eu 5 ans pour préparer des élections, enfin, le scrutin qui devait venir, et en 2011, la population s'est retrouvée comme surprise par des élections. De 2011 à 2016, nous devions passer aux élections et on a été surpris par toutes les perturbations qui ont émaillé sans qu'on ait pu
participer à ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et nous nous rendons compte que les stratégies se font en poste au lieu que ce soit fait en priori. Donc c'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est quand même un peu symptomatique de nos hommes politiques qui, normalement, ne devraient pas fonctionner comme ça. La situation de Moïse Katumbi était prévisible. Une situation qui serait entrée dans le territoire aurait été étonnante. Quand bien même, en tant que fils du pays, on n'aurait pas dû lui refuser l'entrée, on aurait dû lui dire entrez et on règle son compte à l'intérieur, quitte à lui refuser ses droits politiques pour cause de... Bon, nous sommes dans un pays assez spécial. Mais nous avons l'impression que tous réagissent par rapport aux événements qui arrivent à la dernière minute. Monsieur Mbemba, ce n'était pas prévisible qu'il sorte 10 ans après il est arrivé. Et là, les cartes sont rebattues et on ne sait plus très bien comment est-ce que ça va se passer. Vous dites, ils vont faire une réunion pour sortir un candidat unique. Lequel d'entre eux, véritablement, aura combattu pendant autant d'années que pour laisser place à qui à prendre cette primature? Je ne sais pas, c'est impérium. Alors c'est impérium, effectivement. La question reste posée. Je me tourne à nouveau vers vous, Cheikh Fita. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous pensez que cette décision courageuse que Joseph Kabila a prise, qui est attendue depuis très longtemps, est-ce qu'elle peut déboucher sur d'autres surprises, comme par exemple une décrispation politique qui aboutirait notamment à la libération des prisonniers emblématiques? Bon, pour le prisonnier, je ne saurais pas répondre parce que quand on gratte le vernis, on ne sait pas ce qu'on trouve en dessous. Il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas l'être, la plupart d'ailleurs. Ils n'y sont que de par la volonté d'un individu qui leur règle de compte d'une façon très froide. Tout le monde salue pourtant le courage du même individu aujourd'hui. Vous savez, cela ne le dédouane pas pour d'autres choses. On ne va pas, à partir d'aujourd'hui, lui donner le paradis gratuitement. Bon, il y a eu un acte d'aujourd'hui seulement par rapport à ces 17 ans. Je rappelle quand même que lorsque Mme Nikki Haley est venue en 2017 en RDC et que le calendrier électoral a été publié 10 jours après plus ou moins, on avait effectivement donné un certain nombre d'indications par rapport à ce que devraient être les tâches du gouvernement, de la CENI, du Parlement, etc. Et on s'est bien très vite rendu compte en fait que c'était une manière aussi de désamorcer une bombe à ce moment-là. Ce piège-là, il est évité selon vous? Bon, disons que le piège, on ne peut pas dire qu'il est évité à 100%. Pour une raison simple, Joseph Kabila n'est pas quelqu'un de parole. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait des élections en 2016. En 2016, il n'a pas voulu qu'il y ait des élections parce qu'il ne voulait pas partir. Et donc, il a eu ce qu'on appelle le fameux glissement. Il a tenté tous les scénarios possibles. Mais là, c'est parce qu'il est pris au piège. Entre se présenter, qui est le chaos, qu'il ne pourrait pas maîtriser, et donner un dauphin, il était bien obligé à son corps défendant de céder. Et donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait en même temps déposé une candidature nuitamment et que quand on publiera les listes, on se retrouve avec lui qui est sur la liste. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais ce que vous dites là est apocalyptique. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est la lecture de ce qui pourrait arriver. Alors, maintenant, ce qui pourrait aussi arriver, Safi Art Bomboko, c'est que, au fond, le problème de la machine à voter soit finalement résolu. On peut toujours rêver, mais imaginons que la CENI, dans un élan de lucidité, se dise, bon, la machine à voter, c'est compliqué, on revient à l'ancien système. Là, pour le coup, ça peut impacter sur le calendrier électoral. Est-ce que c'est aussi une manière pour le président Kabila de prolonger son bail à la tête de l'État? Oui, c'est possible, parce que si on doit retourner à l'ancien système, donc ça va prendre encore plus de temps. Donc voilà, on sera encore dans la même situation. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Lydie Bassila. Mais c'est justement là la question. C'est-à-dire que toute la procédure ou le processus électoral qui comporte plusieurs étapes, chaque étape est en soi un défi. C'est-à-dire que là où on a eu le chronogramme à mettre en place, ça a été toute une discussion et un débat.
On en est aujourd'hui à la constitution des listes électorales. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a pu causer comme émoi encore dans la population. La distribution des cartes, lorsqu'on va s'y pencher, il y aura encore des problèmes de nationalité, on y sera. Aujourd'hui, nous sommes dans les dépôts de candidature. La CENI n'a pas encore analysé les dossiers, c'est-à-dire qu'il y aura encore une possibilité. C'est-à-dire que sans même que Kabila ne s'en mêle, c'est déjà le boxon. Il y a déjà... Alors précisément, Cheikh Fita, on peut quand même se poser la question suivante. Maintenant que le verrou psychologique a sauté, c'est-à-dire celle d'un Joseph Kabila qui se représenterait, ce n'est plus le cas, il a désigné un dauphin. Est-ce que les problèmes pendants demeurent ou est-ce que on peut penser que finalement le plus gros a été fait? Je m'explique. Le fameux fichier litigieux, les fameux 10 millions de doublons ou d'électeurs litigieux, la question relative notamment à la machine à voter, le financement de ces élections, parce que, vous le savez, le 19 juillet dernier, Joseph Kabila a rejeté le financement extérieur, arguant du fait que ce serait plutôt sur fonds propres. Est-ce que là aussi on a des garanties? Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Bon, une première réponse. Monsieur Joseph Kabila est foncièrement de mauvaise foi. On ne peut pas lui donner le paradis. Là, c'est clair. Parce que là... Il a désigné un dauphin quand même. Hein. Oui. Nous saluons tout en nous méfiant. Et donc, dans ces calculs, ces premiers calculs depuis 2012, les gens pensent que ça commence aujourd'hui. Quand il a fait les concertations politiques, il voyait déjà loin. Il se disait comment je vais rester au pouvoir. Une anecdote. En 2002, dès qu'il a été remis au pouvoir, il demandait déjà aux gens comment est-ce que Mobutu a fait pour rester si longtemps au pouvoir. Quelque part, Mobutu était un modèle pour Joseph Kabila. Faire 17 ans au lieu de 32, il est un peu vexé. Et donc, M. Joseph Kabila n'avait pas envie et n'a toujours pas envie. Il peut revenir dans 5 ans. Hein. Si l'élection a lieu à la date prévue, il a le droit de se présenter. Ça, c'est le jeu jeu démocratique. Là, je le lui concéderai s'il revient. Bon, si dans l'entretemps, ces casseroles ne le poursuivent pas. Et donc, nous serons tranquilles que le jour où on va proclamer les élections, il y a quelqu'un qui a gagné et qu'il y a une certaine transparence et que M. Joseph Kabila est éjecté du système. Avant ça, on ne peut réjurer de rien. Tout peut arriver et c'est pour ça que j'ai dit, nous les intellectuels, la société civile, on doit être vigilant à tout moment. On a le processus, il faut qu'on se l'approprie. Je terminerai pour la fameuse machine à voter. C'est un grand challenge. Jean-Pierre Bemba a fait une intervention très, très bonne lors d'une conférence de presse quand il venait de se faire enrôler et de déposer sa candidature. Il a démontré que la machine à voter ne peut faire voter que 200 personnes au lieu des en 600, 11 heures. Au lieu des 600 oui. que la CENI a avancé. Oui. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'on devrait casser cette machine-là. Et il y aurait environ 10 à 15 millions de personnes qui seraient exclues. Je n'entre même pas là. Déjà, la machine à voter, c'est une catastrophe. Safia Bomboko. Au regard de tout ça, parce que c'est vrai, nous ne sommes que des journalistes, donc on n'a pas une boule de cristal, mais c'est un peu difficile d'être afro-optimiste avec tout ce qui se passe, parce que il y a eu tellement de rebondissements, il y a eu tellement... Il y a quand même des signes positifs. Oui, il y a quand même des signes. La désignation du dauphin et le fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lydie Bassila, en fait, la campagne électorale ainsi que la convocation du corps électoral s'est faite dans de bonnes conditions. Dépôt des candidatures pour les provinciales, les législatives, les présidentielles. On est sur la dernière ligne droite, en principe. Normalement, nous sommes sur la dernière ligne droite et normalement, on devrait aller sur la vitesse de croisière. Normalement, mais est-ce que ça serait une croisière? En fait, on a peur de toutes ces tempêtes, de toutes Est-ce que le défi le plus important pour le moment, ce n'est pas, et on terminera par là, la désignation du fameux candidat commun de l'opposition, puisqu'en parlant de ligne droite, effectivement, on est maintenant à 4 mois et 2 semaines de l'élection, théoriquement. C'est pas ça le prochain défi? C'est ça le prochain défi. Est-ce qu'on va arriver
au 23 décembre et aller au vote. Lydie Bassila? Oui, moi j'ai juste une petite préoccupation. À savoir, j'ai l'impression effectivement que la politique congolaise est vraiment prise en otage. Hein, en ce sens que, je vais juste faire un parallélisme. Entre 1997, Kabila père arrive, Laurent Désiré Kabila, 2001, il décède, on entre dans une phase de transition. En 2003, on a les institutions... oui, le schéma 1+4 découlant voilà. de l'accord de Sun City. Et oui. je dirais qu'à partir de là, en fait, la gestion du Congo entre dans une phase d'état d'exception, entre paix et guerre, on ne sait pas trop bien, et là, tout est suspendu. Tout est fait pour des raisons sécuritaires. La paix, la paix, la paix. On n'a plus de droits individuels, on ne sait plus rien faire. Tout est paralysé parce qu'il y a l'attaque à l'Est, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Aujourd'hui, nous avons un épouvantail qui est en train d'occulter tout. Monsieur Kabila. Nous n'avons qu'un seul projet. Il n'est plus candidat. Non. Mais jusqu'à ce matin, le projet de tous les partis, de tous les partis contestataires ou d'opposition, c'était il faut l'évacuer. On n'a pas de projet de société, on ne sait pas très bien ce qu'on veut pour le Congo, on ne sait pas très bien. Mais le seul projet pour lequel les 5 sont d'accord, c'est que Kabila parte. Maintenant qu'il est parti, est-ce que nous aurons... Maintenant qu'il va partir. Mais, bon, il n'est pas encore parti, qu'il est partant. Oui, maintenant qu'il est partant. Il est partant. Est-ce qu'il est temps maintenant que nous sachions, parce que nous allons avoir peut-être un schéma à la Zimbabwe. C'est-à-dire que la personne qui va venir remplacer Kabila, quand bien même serait-il de l'opposition, sera quand même l'émanation de l'ancien système. Parce que Kabila, il n'est pas le cristallisateur ou le cristallisateur de tous les maux du Congo. Quoi qu'on en dise, la crise du Congo, ce qui nous arrive, est à responsabilité partagée. C'est trop facile de mettre tout sur le dos de Joseph Kabila en disant c'est lui qui empêchait. Et maintenant qu'il n'est plus là, on va voir si véritablement ceux qui sont en train de vouloir avoir ce poste et qui ont travaillé à l'époque avec Kabila, Joseph, et qui n'ont rien fait pendant qu'ils y étaient, tout en ayant des postes d'importance décisionnels, vont maintenant le faire en ayant les coups des franges entre eux. Voilà qui conclut notre entretien. Vous l'aurez compris, le sujet reste bien évidemment très important. Principale nouvelle, Joseph Kabila a désigné un dauphin. Il ne sera donc pas, va pas se présenter donc à sa propre succession. Est-ce pour autant terminé? Nous en reparlerons très certainement au cours de nos prochaines éditions. Je vous dis tout simplement à très bientôt et je vous remercie à chacun, donc personnellement, d'avoir répondu à cette invitation. Lydie Bassila, Safi Art Bomboko et Cheikh Fita. Quant à moi, eh bien, je vous fais que ce rendez-vous, même heure, même lieu, à la fois prochaine.